Voilà, écoutez, bienvenue dans ce nouveau Coffee. L'équipe Map and Match et moi-même, on est ravis de vous accueillir sur ce sujet autour des rôles agiles. Comment peut-on accompagner les organisations et les individus sur ce thème dont on entend beaucoup parler et que je suis sûre vous entendez chez vos clients. Et on a le plaisir de co-animer aujourd'hui ce coffee avec François, qui va nous emmener sur son expérience d'expert sur les métiers agiles. Donc, je vous propose de garder notre format de tour de table rapide pour commencer, pour savoir comment vous allez et comment vous allez avec Map and Match. Et puis, on vous proposera une très courte introduction pour voir de quoi on parle avec cette approche et cette méthode agile. Et François nous emmènera sur ces caractérisations de besoins d'entreprise et puis de missions, de rôles normés sur les rôles agiles à prendre en entreprise. Et puis, nous vous donnerons des exemples d'accompagnement aussi de manière brève, mais éclairante, je l'espère, sur des cas pratiques d'accompagnement sur ces rôles agiles. Et puis, notre petit point d'information, communication avant de nous quitter. On se donne 1 heure d'échange comme d'habitude. Alors, peut-être petit tour de table, je vais essayer de vous mettre un peu plus en mosaïque pour voir tout le monde. On commence à avoir des habitués des coffees, donc je pense que, est-ce que vous vous connaissez tous autour de la table? Ça commence à être… non, avancez le slide du coup. On est beaucoup de personnes. Oui, moi, je vous propose de faire un petit tour rapide et puis on termine par François, comme ça tu représentes, tu te représenteras dans le contexte spécifique d'aujourd'hui, François. Ça marche. Valérie, on va faire dans l'ordre de mes vignettes. Hello Valérie. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Donc Valérie, je travaille dans un cabinet de recrutement, un cabinet de chasse. On est une petite équipe d'une 15aine de personnes entre Paris, Londres et Dublin. Et j'utilise, donc je suis consultante en recrutement, donc je fais de la chasse et nous sommes en train de développer une offre assessment et j'utilise dans ce cadre-là Map and Match. Je suis certifiée maintenant depuis presque 2 ans. Oui, c'est ça. J'adore Map and Match. Je trouve que c'est un très, très bel outil avec lequel je suis de plus en plus à l'aise. Je pense que ça correspond vraiment à un besoin de plus en plus précis, enfin, de plus en plus exprimé, que ce soit par les directions générales ou par les fonds d'investissement. Et je continue à découvrir ce bel outil, que ce soit au niveau individuel ou collectif. Voilà pour moi. Super, merci Valérie. Bonjour Sénamé. Oui, bonjour Valérie. C'est Namé, je suis en Belgique, je suis consultant pour les dirigeants de PME. Je suis tout nouveau avec Map and Match. Je viens de finir la formation. Je dois encore finir ma certification. Bon, donc, je découvre l'outil et j'adore. Voilà. Super, super. Merci Sénamé. Pascal, hello, back from New York. Oui, bonjour, effectivement. Nous accompagnons un client international et nous utilisons beaucoup Map and Match pour configurer les équipes dans leurs projets futurs et dans des contextes d'équipes internationales, donc intégration de différentes cultures et comment dire, et visions. Donc, nous aimons, c'est un produit qu'effectivement nous développons beaucoup et qui nous aide énormément sur la constitution d'équipes et des projets parce que nous accompagnons surtout des comités de direction dans ce domaine, certifiés depuis cette année, au printemps. Super. Merci Pascal. Bonjour Jean-Marie. Oui, moi c'est Jean-Marie, moi je suis coach, j'interviens en entreprise auprès de dirigeants.
Je connais MapNMatch et je suis certifié depuis déjà un certain nombre d'années. Je ne sais pas combien de quand ça date, mais ça date bien de 6 ans maintenant. Je ne sais pas depuis quand MapNMatch existe, mais je pense que j'ai découvert MapNMatch il y a 6 7 ans, au démarrage, hein. Je vois Margot à côté qui se pointe à moitié, mais je pense que ça doit être à peu près ça, Margot. Oui, un peu moins parce que MapNMatch existe depuis moins longtemps que ça, mais effectivement, on a commencé à travailler ensemble. Tu as été un des premiers, Jean-Marie, donc on ne sera jamais assez reconnaissant à nous avoir fait confiance. Voilà, c'est ça. Et je reste vraiment 100% acquis à MapNMatch. Je l'utilise malheureusement assez peu, mais ça va peut-être bouger dans les mois qui viennent. C'est pour ça que je suis bien content d'être là aujourd'hui et puis de raccrocher un petit peu avec MapNMatch. Voilà. Super. Merci. Laurent, hello. Bonjour à toutes et à tous. Laurent Houstine, voilà, facilitateur chez InPrincipo, dans les locaux quand j'y suis rarement. Vous êtes également avec Olivier Réau. 1 an, certifié depuis 1 an quand même, voilà, ça y est. Ça fait un sacré bail. Et j'ai 3 sujets en cours chez des clients. Et il y en a même un qui est gagné, il faudrait qu'on vous en parle. C'est pour une formation autour de MapNMatch, autour du management. Chouette. C'est un petit budget, mais c'est vendu. Voilà. Et il y a d'autres choses un peu plus grosses, dont une que je présente demain matin. Voilà. Super. Donc ravi, passionné par MapNMatch également. Donc, on n'est pas là ici par hasard. Merci. Merci, Laurent. Norma. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis coach professionnel et superviseur. Et donc, en fait, j'ai découvert MapNMatch, ça va faire bientôt 4 ans et je suis certifiée depuis un peu plus de 3 ans. Donc, je l'utilise énormément en coaching, en transition professionnelle. J'aime beaucoup MapNMatch. J'ai fait du collectif et du recrutement, mais c'est surtout vraiment en coaching et en transition professionnelle. Et je trouve qu'il est super, qu'il est bien adapté. Comme j'ai beaucoup de population d'ingénieurs, en fait, ça les convainc. Donc, parce que c'est très concret, c'est très opérationnel. Donc, voilà. Super. Merci, Norma. Olivier, après Laurent. Oui, voilà, donc Olivier Réau, InPrincipo. Donc, effectivement, nous, on accompagne la transformation collaborative des organisations, à la fois avec du management, de l'accompagnement, des formations, et on est très heureux de s'appuyer aujourd'hui sur MapNMatch, justement, sur tout ce qui va concerner ses capacités individuelles et collectives autour des talents. Et donc, on commence effectivement à avoir des offres couplées qui sont lisibles de nos clients. C'était un parcours un peu long pour arriver à ça, mais je pense qu'on y arrive bien maintenant. Super. Merci, Olivier. Bonjour, Anaïta. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Valérie et Margot, que je vois derrière l'écran. De mon côté, donc moi je travaille chez Kint, qui se spécialise dans ce qu'on appelle le management de situation, donc qui est à la croisée en fait entre la chasse de tête et les missions de transition ou d'intérim. On est une équipe de 6 consultants aujourd'hui. Et on utilise MapNMatch dans le cadre de nos recrutements et dans le cadre de nos opérations d'évaluation, y compris en équipe. Et donc, voilà, c'est un outil qu'on aime beaucoup parce qu'on trouve qu'il est extrêmement positif et ça nous permet à chaque fois vraiment d'avoir des échanges très constructifs avec les différents publics pour lesquels on le positionne. Bon, super. Merci, Anaïta. J'ai vu passer Ariane, mais je pense qu'elle a eu un souci de connexion. Elle n'est plus avec nous, qui est une des dernières promotions de certifiés également. On met super, comme toujours, une belle variété de profils autour de l'écran, puisqu'on a entendu que vous l'utilisez tant dans du recrutement que de l'accompagnement, tant dans de l'individuel que du collectif. Et c'est un sujet aujourd'hui qu'on voulait vous présenter, justement, qui peut toucher autant l'accompagnement individuel que collectif. François, je vais te laisser te présenter aussi. Comme ça, au-delà de l'introduction, on pourra enchaîner sur les profils que tu vas nous présenter aujourd'hui.
D'accord, donc bonjour à tous, ravi de partager effectivement avec vous le résultat des travaux qu'on mène depuis quelque temps avec MapNmatch sur la caractérisation des profils de l'agilité. De mon côté, moi j'ai fondé Connected People il y a de ça quelques années maintenant pour accompagner le volet humain de la transformation digitale. Auparavant, j'avais un parcours dans le management d'entreprises et services du numérique. Donc, où j'ai déjà accompagné mes clients dans toute leur partie transformation, mais côté techno cette fois-ci. Là, c'est vraiment le volet humain qui nous intéresse. Et donc, moi j'aborde une approche hybride avec d'une part les compétences du numérique et les référentiels sur lesquels je travaille, que ce soit sur la maturité digitale des organisations ou les compétences purement à destination des professionnels des technologies de l'information. Et puis, de l'autre côté, effectivement, la partie soft skills et talent. Et donc, je me sers bien sûr de MapNmatch comme socle pour travailler sur ces parties-là. D'accord, bah super, merci. Et ce qui fait toute la pertinence de cette collaboration et cette co-présentation, co-animation aujourd'hui. Alors, je reviens à la présentation. Quelques chiffres, on aime toujours resituer de manière très pragmatique le sujet retenu pour le COFI aujourd'hui. Comme je le disais en introduction, vous avez sûrement croisé ce sujet et ça doit être à l'origine de votre intérêt du COFI d'aujourd'hui. L'agile se déploie, cette approche se déploie dans différents domaines dans l'entreprise, autant l'IT, évidemment qui est majoritaire, puisque voilà, c'est un peu l'origine de l'application de méthodes agiles, mais aussi dans les autres départements de l'entreprise, autant dans les opérations que le marketing, que même en RH ou en vente. Donc, on voit les bénéfices, et François vous l'exposera dans une minute, les enjeux qu'adresse la méthode agile. Les trois principales raisons évoquées que l'on trouve dans les enquêtes qui sont évoquées pour déployer cette méthode agile, on cherche à accélérer le delivery des projets, à mieux gérer les priorités changeantes dans un monde VUCA, hein, volatile, etc., des changements en permanence. Donc, comment réagir plus efficacement, plus rapidement aux contraintes changeantes de l'environnement. Et puis, pour améliorer la productivité qui est toujours au centre des préoccupations, évidemment, des entreprises. Et pourtant, ce n'est pas si facile que ça. Il reste des freins. Comme toujours, quand on veut implémenter une nouvelle méthode, il y a de la résistance au changement qui est évoquée par à peu près la moitié des organisations concernées. Ça peut manquer de leadership et la solution à ça serait de pouvoir identifier les profils qualifiés pour mener ces mises en place de méthodes agiles. C'est évidemment un des axes que MapNmatch peut adresser avec son accompagnement. On reproche aussi l'incohérence des processus et des pratiques. On parlera tout à l'heure de la nécessité d'amener du jaune. Dans le langage MapNmatch, effectivement, cette dynamique de la cohérence et de l'alignement qui peut aussi adresser cette crainte. Alors, je ne vois plus la dernière partie de mon slide. Et donc, je vous laisserai la découvrir. Donc, voilà un peu pour planter le décor de la méthode agile. Je vais passer le micro à François pour nous expliquer un peu plus techniquement cette valeur ajoutée dans les entreprises, au-delà de ces éléments de contexte. Je t'en prie, François. Merci. Donc, effectivement, moi, ce que je souhaitais vous présenter aujourd'hui par rapport à ces problématiques d'agilité, c'est effectivement comment on peut se servir de MapNmatch et des différents visions que nous apporte et lectures que nous apporte MapNmatch pour caractériser des profils. Et donc, on va effectivement parler aujourd'hui de l'agilité, mais l'agilité, pour moi, effectivement, c'est
c'est avant tout l'agilité, comme vous l'avez compris, pour la conception de produits digitaux, donc dans le cadre effectivement d'équipes qui travaillent sur la conception et le delivery de produits digitaux. Donc, on va avoir effectivement que l'agilité a deux objectifs. D'une part, adresser la résolution des problèmes et être capable de délivrer de la valeur en continu pour les clients finaux. Donc ça, c'est effectivement un des points clés de l'agilité. Pour ça, les équipes aujourd'hui travaillent en itération courte, ce qu'on appelle des sprints, si ça vous parle déjà dans le jargon de l'agilité. Et donc, ce sont des itérations qui vont d'1 semaine à 3 semaines. On le verra tout à l'heure, on reviendra sur ces échelles de temps et d'échéances et qui ont pour principe de vouloir fixer le contexte pour limiter la partie incertitude et permettre aux équipes effectivement de travailler sereinement sur les problématiques qui leur sont proposées et d'évoluer et d'apprendre avec une boucle d'apprentissage qui est rafraîchie très régulièrement pour se rapprocher au plus près de la cible et des attentes du client. Donc, voilà un petit peu le principe au niveau de l'équipe Scrum. On verra après qu'il y a aussi une autre type d'agilité qui est l'agilité à l'échelle, où là, on va adresser la problématique de solutions complexes qui vont faire intervenir de multiples équipes. Donc, comment on fait pour aligner et synchroniser toutes ces équipes, sachant que dans l'objectif de l'agilité, on va essayer de faire en sorte que les équipes soient le plus possible auto-organisées. Donc, comment faire pour leur donner la vision et les éléments nécessaires pour qu'elles puissent s'auto-organiser autour de leur sprint, autour de leur delivery de valeur. Donc, on parle beaucoup de la méthode Scrum parce que c'est la méthode qui est la plus adoptée aujourd'hui dans les entreprises quand on parle d'agilité. Ça doit être 70% ou 80% des équipes qui travaillent avec cette pratique-là. On a aussi pour l'agilité d'autres choses que vous pourrez entendre qui sont les méthodes Kanban, où là, effectivement, on va travailler plus sur une approche lean de la gestion de produits, qui va effectivement apporter aussi beaucoup d'insights pour tout ce qui est time to market, comment faire en sorte d'éviter qu'il y ait des zones tampons d'attente entre les différentes équipes. Donc ça, c'est tout aussi un process qui est mis en jeu dans l'agilité au sein des entreprises. Mais là, on va se concentrer sur le Scrum parce que c'est déjà effectivement la chose qu'on voit le plus régulièrement. Est-ce que tout le monde a déjà entendu parler de Scrum ou ça vous parle? De Sprint, tout ça, ça va? Je perds personne pour le moment? Il y a aussi la méthode utilisée dans la production. Scrum est plus peut-être utilisée dans le développement, dans la production. C'est quoi le nom de la méthode agile utilisée dans la prod? J'ai parlé du Lean tout à l'heure et la méthode Kanban, qui est Non, c'est vraiment encore un autre dans nom. l'industrie, c'est ce qu'on utilise le plus. D'accord. Après, on parlera tout à l'heure des méthodes agiles à l'échelle. Là, on verra effectivement les modèles type SAFe, etc., qui sont utilisés de plus en plus dans les entreprises. Mais là, c'est pour autre chose, c'est pour adresser la complexité, comme je vous l'ai dit. Donc, effectivement, au niveau de l'équipe Scrum, on va voir que dans cette équipe, ce qui importe, c'est de faire en sorte d'activer la boucle d'apprentissage continu. Et pour ça, effectivement, l'idée, c'est d'alterner les différents points de vue pour aider à la résolution des problèmes. Donc, comme vous le savez, dans Map & Match, on a effectivement des triangles de couleurs qui vont permettre de visualiser quels sont les points de vue qui sont mis en œuvre par chacun des talents. Donc, on va retrouver ces 4 points de vue dans la démarche de l'équipe Scrum qui vont être menés de façon alternative et dans une séquence qui est effectivement
on part d'une hypothèse qu'on va faire suite à une demande du client ou à l'expression d'un besoin sur une nouvelle fonctionnalité. On va effectivement travailler sur ces hypothèses et on va créer une synthèse pour imaginer effectivement quelles vont être les user stories, alors ce qu'on appelle les user stories, mais c'est en fait les problématiques du client, comment on va les exprimer, comment on va les synthétiser et quelles vont être les contraintes qui vont être associées à tout ça. Après, on va passer dans la phase effectivement pragmatique où on va réaliser le produit ou l'incrément et on va pouvoir vérifier ces hypothèses, savoir si effectivement elles sont valables ou pas valables. Et on va passer ensuite dans une phase d'analyse où on va surveiller, monitorer les produits qu'on va livrer dans un environnement de production qui va nous permettre effectivement d'optimiser et d'améliorer ces différentes productions. Donc voilà un petit peu en quoi la méthode Scrum et MapNMatch apporte à la méthode Scrum dans la compréhension de ces mécanismes de résolution de problèmes et effectivement dans cette démarche. Donc, on verra aussi que dans l'équipe Scrum, on a une équipe qui est composée de quelques individus. On essaye de se limiter dans une équipe Scrum à 4 ou 5, voire 6 personnes, parce que en fait, le but du jeu, c'est de pouvoir effectivement avoir une communication simultanée entre tous les acteurs. Et plus vous ajoutez d'acteurs, plus le nombre de communications simultanées augmente exponentiellement. Donc, au-delà de 10, c'est déjà plus possible de pouvoir faire de la communication simultanée dans une équipe parce qu'il y a trop d'interactions entre les acteurs. Donc, on essaie de limiter au maximum le nombre de personnes dans les équipes pour favoriser cette collaboration et cette communication simultanée. Donc, on verra les rôles tout à l'heure de l'équipe Scrum. Là, on a passé sur la partie agilité à l'échelle. Donc, l'agilité à l'échelle, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est comment gérer la complexité. C'est-à-dire qu'on va parfois avoir à adresser des solutions complexes qui vont faire intervenir de nombreuses équipes ensemble dans ce qu'on appelle des trains de livraison. Et donc, le but, effectivement, c'est de pouvoir adresser les différents niveaux de complexité avec différents rôles. Donc, on a effectivement au niveau de l'agilité, au niveau de l'équipe, on l'a vu, l'équipe Scrum, là, on va travailler sur 2 niveaux de complexité. Le premier niveau qui est un niveau supervisé où effectivement il va s'agir d'aller chercher des informations pour lancer un nouveau projet, mais on aura déjà une stratégie et une vision qui seront proposées. Donc, après l'exécution de cette stratégie, donc là on est dans un contexte un peu supervisé. Le deuxième niveau, effectivement, sur la partie analyse et puis la partie adaptation, où là, on est en autonomie, on va faire des propositions pour optimiser, et on va apprendre de ce qu'on a fait précédemment. Après, on va avoir le niveau programme, qui est le troisième niveau de complexité qui va être adressé par l'agilité à l'échelle, où là, effectivement, on va être sur un horizon de temps qui va être plus long, puisque là, on va adresser des planifications à 3 mois, à 6 mois, voire à 1 an pour certains programmes. Mais normalement, c'est 3-6 mois, la durée d'horizon. Donc là, on peut quand même avoir à ce niveau-là, même si on a un environnement qui est à peu près prédictible, on peut avoir la survenance de changements qu'il va falloir prendre en compte dans le déroulement du programme. Donc là, effectivement, ça va demander de nouveaux process pour bien planifier et anticiper tous ces changements. Et enfin, on a le niveau agilité, portfolio et solutions, où là, on est effectivement sur du très long terme. On va être sur du 3 ans, on va être sur du 5 ans. Et on va définir quelles sont les chaînes de valeur de l'entreprise et au travers de ces chaînes de valeur, quelles sont les solutions qu'on va vouloir mettre en place pour adresser ces chaînes de valeur. Et là, on est vraiment sur du long terme
Et là aussi, on va avoir des rôles spécifiques pour gérer ces parties-là. Voilà. Merci, merci Oui. François. Donc, je voulais juste effectivement faire la liaison avec la suite où, en préparant ce coffee, on s'est dit que ça serait intéressant de se focaliser sur les deux profils qui sont plutôt court terme dans ces différents niveaux que tu viens de nous exposer et de regarder des caractérisations de profils en les mettant en perspective avec les attendus d'une équipe. Parce que comme toujours chez Map&Match, on aime parler d'attendus individuels, mais ça s'inscrit dans de la complémentarité par rapport aussi à des enjeux collectifs. Oui, tout à fait. Donc, ce que je vous propose effectivement maintenant, c'est de passer à la caractérisation des enjeux pour l'équipe Scrum. Alors, sachant que l'équipe Scrum, elle a 3 composantes, on va parler de l'équipe de développement. Cette équipe de développement, elle peut être composée de développeurs, de testeurs, d'UX designers, entre autres, qui sont des rôles clés pour développer des produits digitaux. Et elle va être composée aussi de 2 rôles spécifiques qu'on va voir tout à l'heure, qui sont les rôles plus managériaux, à savoir le Product Owner et le Scrum Master, qui vont effectivement apporter une vision managériale à cette équipe, encore une fois, auto-organisée. C'est ça qui est important de mettre en exergue. Donc, au niveau des enjeux de l'équipe, on est vraiment sur de la création de valeur, comment on fait pour créer de la valeur et apporter de la valeur à l'utilisateur final. Pour ça, effectivement, on va avoir des R5 positionnés sur l'axe horizontal, ces R5 qui sont au nombre de 4. Donc, on a d'abord la création, puisque le but, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est de partir et de travailler sur des hypothèses de travail par rapport à des demandes de clients ou par rapport à des nouvelles fonctionnalités à mettre en œuvre. Donc, il va falloir effectivement brainstormer et travailler pour créer des hypothèses. Donc, on part un peu d'une feuille blanche ou alors on part avec déjà des éléments qu'on va faire évoluer. Et puis après, on va rentrer dans la phase, comme je vous l'ai dit, de planification du sprint, où là, on va se poser les questions, quel est l'objectif du sprint, et puis quelles sont les contraintes de l'équipe, quelle est sa vélocité, combien de user stories elle peut traiter dans l'intervalle du sprint. Donc tout ça, c'est un travail collégial qui est fait au sein de l'équipe et qui doit après arriver à un engagement de l'équipe pour réussir à faire le sprint qui a été prévu et défini. Donc, c'est un engagement collectif qui est pris à ce niveau-là. Donc, après, on passe dans la phase de réalisation. Donc, dans la phase de réalisation, on va concrétiser effectivement les user stories et on va aussi tester en continu le produit qui a été développé. Et on va pouvoir vérifier le bien fondé des hypothèses qui ont été formulées au départ. Donc, si en cours de sprint, on se rend compte qu'une des hypothèses ne tient pas la route, on peut tout à fait l'abandonner et passer à autre chose. On n'est pas obligé de s'éterniser dessus. Donc, ça reste quand même quelque chose d'adaptatif, même si on a fixé, entre guillemets, le travail et le contexte. L'équipe peut bien entendu s'adapter au fur et à mesure de ses découvertes en mode expérimentation. Et enfin, donc, on a la partie finisseur où on va effectivement surveiller, optimiser, comme je vous l'ai dit, le comportement de ce qui a été produit dans un environnement de pré-production, ce qui va permettre après de déployer directement en production à la demande. Voilà, et comme on va voir, c'est les rôles qui vont venir compléter cet attendu. Alors, comme vous le voyez, et François le précisait, on n'est que sur les R5. Ici, on a vraiment voulu mettre en avant le focus sur cet axe création de valeur. Et puis, Margot, après la présentation des profils, vous soumettra une autre proposition, une proposition complémentaire avec d'autres talents sur l'ensemble des enjeux d'une équipe qui travaille en mode agile. Donc, j'en profite pour repréciser, comme vous l'avez compris, le travail fait ensemble. Ce que vous avez à l'écran, ce sont des propositions
voilà, des traductions, des concepts et de l'approche. Évidemment, on a à cœur, vous le savez, chez MapNMatch, de toujours contextualiser et adapter au contexte du client. Et là, on vous parle, voilà, d'hypothèses posées, de propositions faites sur les caractérisations. Donc, je te propose, François, de passer sur un de ces rôles spécifiques que tu as déjà mentionné, qui est le product owner. Oui, tout à fait. Alors, c'est un des rôles clés, bien entendu, de l'agilité, puisque, comme je vous l'ai dit, l'agilité dans le domaine du numérique, on est là pour passer dans une approche produit. L'idée, c'est effectivement que les équipes soient mobilisées pour développer des produits digitaux qui vont être directement utilisables et déployables auprès des clients. Donc, le product owner, on va le voir, c'est quelqu'un qui aura des R5 sur la partie jaune, puisqu'il va être d'abord là pour amener de la cohérence dans l'équipe. Et donc, il a deux R5 qui sont très importants. Le premier, c'est en tant qu'idéateur, donc pour tout ce qui est réflexion, en ce sens que c'est lui qui est le garant du product backlog. Donc, le product backlog, c'est effectivement l'ensemble des items qui sont mis dans une liste et dans lesquels vont piocher l'équipe pour développer un produit qui va se rapprocher le plus possible des attentes du client. Et ce product backlog, il est priorisé par le product owner en fonction de la valeur perçue par le client final. Voilà. Donc ça, c'est très important. C'est lui qui est mandataire de cela. Et c'est lui aussi qui doit préparer pour chaque sprint un lot de user stories qui vont pouvoir être implémentés par l'équipe. Donc voilà un des rôles principaux du product owner. Le deuxième rôle, c'est effectivement d'être la voix du client. C'est lui qui va amener auprès de l'équipe les feedbacks du client final et qui va aussi discuter avec les autres PO ou le product management du contexte et de l'orientation qu'il faut donner au produit. Donc, il a un rôle de communication, c'est lui qui va lier les différents acteurs, pour faire en sorte d'arriver à délivrer un produit de plus grande valeur ajoutée. Donc voilà, c'est pour ces R5. À ces R5 viennent s'ajouter deux C5, qui sont d'une part la stratégie, parce que pour pouvoir être garant du product backlog, il faut aussi que le product owner porte la vision du produit. Il doit être effectivement, son rôle est effectivement d'être capable de clarifier cette vision et de la communiquer aux équipes. Donc pour ça, effectivement, il est en rapport avec le métier ou le client au quotidien. Et il co-construit la vision produit avec le métier et aussi avec les autres parties prenantes. Et il va préciser cette vision à l'équipe de développement. Et enfin, il a une compétence d'évaluation, puisque pour guider l'équipe, c'est lui qui va, pour chaque user story, définir quels sont les critères d'acceptation du travail que va réaliser l'équipe. Donc, et ce qui va lui servir à accepter ou non les livraisons qui vont être faites par l'équipe. D'accord, donc on voit bien comme il vient compléter l'enjeu de l'action par du vertical. Et quelle est la différence du coup avec le Scrum Master qui est un autre rôle dans cette équipe, dans cette approche agile? Alors, tout à fait. Alors, le Scrum Master, lui, c'est un rôle complémentaire du Product Owner, mais très différent, dans le sens où lui, il va travailler effectivement sur l'accompagnement de l'équipe et pour la rendre, déjà, pour l'aider à s'auto-organiser et à être autogéré sur la partie gestion du produit. Et il va aussi assister le product owner, bien entendu, dans la priorisation de ses choix, etc., etc.
Donc, les R5 du Scrum Master, on va les trouver d'une part en médiation. Donc, pourquoi la médiation? Parce que c'est lui qui représente, en fait, qui est tenant un peu du mindset agile, et c'est lui qui doit effectivement faire adhérer l'équipe au processus agile. Donc, c'est vraiment le rôle du Scrum Master, c'est pour ça que c'est le maître de la mêlée, c'est son titre en français, et c'est lui qui doit organiser la transmission et l'adhésion à tous ces process pour l'équipe agile. Et d'autre part, il doit aussi être garant d'une relation win-win entre les parties prenantes, c'est-à-dire entre l'équipe de développement, mais aussi le product management, mais aussi les équipes métiers, pour faire en sorte de protéger son équipe par rapport à des demandes qui mettraient en danger l'équipe par rapport à sa capacité de livraison, par exemple, changer des priorités quand ce n'est pas le moment, etc., etc. Donc, c'est lui qui fait aussi un peu le rôle de gardien du temple par rapport à ça et qui protège l'équipe pour qu'elle puisse avoir un fonctionnement le plus optimum possible. Son deuxième R5, c'est la partie coordination, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, il a pour rôle d'aider le product owner à bien prioriser son backlog et à bien comprendre comment va fonctionner cette priorisation. Et il va aussi permettre à l'équipe de bien arbitrer entre les exigences fonctionnelles qui sont exprimées par les utilisateurs, donc, pour avoir de nouvelles fonctionnalités, et les exigences qu'on dit non fonctionnelles, qui sont là, elles, pour assurer un peu la qualité du produit et qui vont permettre effectivement de faire un produit de qualité et qui va être stable dans la durée. Donc ça, c'est aussi un rôle clé de sa part de coordination pour être sûr que les produits qui sont faits et les efforts qui sont faits au sein de l'équipe prennent bien en compte ces deux aspects. Voilà, donc après, on a des attentes complémentaires par rapport à ce rôle. La première, c'est le rôle de conseil, hein, parce que effectivement, le Scrum Master, on est là pour mettre en place une boucle d'apprentissage continue, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et le Scrum Master, c'est lui qui va permettre à l'équipe de mettre en évidence l'expérience accumulée comme facteur de progression, et notamment, il va faire ça à travers un exercice qui s'appelle la rétrospective, qui a lieu à chaque fin de sprint, où effectivement l'équipe va pouvoir traiter les différentes choses qui se sont passées pendant le sprint et va pouvoir chercher à faire de l'amélioration continue par rapport à ça. Donc ça, c'est un rôle important. Et le deuxième rôle, effectivement, c'est la partie management. Donc là, en quoi effectivement le Scrum Master a cette compétence? C'est parce que c'est lui qui aide l'équipe à s'auto-organiser et à avoir une vision globale du produit. Donc, il met en place les pratiques agiles de management de produits et à la fois, il va faire en sorte que cette équipe respecte les critères d'efficience qui sont demandés par le product owner. Donc voilà, donc en ça, il est totalement complémentaire du rôle de product owner qu'on a vu auparavant. Et il vient renforcer la capacité de cette équipe à traiter de façon systémique l'ensemble des problèmes qui vont lui être adressés. Merci François. À t'écouter, on aurait pu aussi imaginer un C5 de décision pour tout ce qui est arbitrage, et tu as parlé de transmettre avec la transmission aussi. Oui. On a à l'écran que le squelette essentiel. Hein, que le squelette, parce que Ah. en fait, enfin, si jamais vous voulez en savoir plus sur cette démarche de caractérisation, moi je suis bien sûr à votre disposition pour vous donner plus d'informations. Mais on va voir que les rôles de décision, par exemple, ou de conception du chemin de réalisation sont adressés au niveau programme, dans le cadre de l'agilité à l'échelle, et les rôles de transmission et d'exploration, par exemple, sont adressés au niveau du portfolio. Voilà, donc c'est des choses qui sont développées à d'autres niveaux de complexité.
Alors, merci Juste François. un petit, oui, vas-y. Non, je voulais savoir s'il y avait des questions avant que je fasse une remarque. Moi, j'avais juste une petite chose à vous partager aussi, c'est que au-delà de la caractérisation purement map and match, ce sur quoi je travaille, c'est aussi de caractériser les soft skills dans le domaine des soft skills comportementaux notamment. Et donc, si on a le temps, je pourrais revenir, et si ça vous intéresse, je pourrais revenir sur effectivement les principaux soft skills en termes de comportement qui sont caractérisés pour le Product Owner et pour le Scrum Master. OK. Il y a des questions, il y a des choses qui vous surprennent dans ce qui a été présenté? Oui, alors moi, effectivement, sur les premières, sur la carte des responsabilités du Product Owner, je ne sais pas, François, si tu peux revenir dessus. J'ai été un peu surprise. Tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Pour moi, oui, j'étais surprise que tout ce qui était réflexion soit seulement en idéateur, enfin, que ce soit seulement en réflexion et qu'il n'y ait pas un peu qu'il n'y ait pas aussi de l'anticipation et de l'exploration. Mais bon, peut-être que c'est moi qui ai mal compris. Non, non, tu as bien compris. C'est juste qu'effectivement, on voit ici le nucléus équipe Scrum. Il faut savoir que ce nucléus, il ne travaille pas de façon complètement hors contexte. Il est dépendant d'autres rôles et d'autres équipes. Et effectivement, bon, la partie anticipation, elle est adressée au niveau du programme, où là, effectivement, on va être plus dans du marketing, en fait, qui va être là pour anticiper l'impact du développement du projet par rapport aux attentes des clients, etc., etc. Donc, cette partie anticipation, on est vraiment au niveau de la cellule de product management qui va arriver au niveau du programme. Et sur la partie exploration, là, je l'ai mentionné dans le slide d'avant, on est sur le business owner ou l'epic owner, c'est-à-dire c'est lui qui va porter le sujet métier et c'est lui qui va proposer les expérimentations et l'exploration à ce niveau-là. OK. Valérie, il y a un point qu'il faut comprendre et qui est un peu la remarque que je voulais faire et que je trouve extrêmement intéressante dans la façon dont on adresse l'agile. Il faut que lorsque vous accompagnez un client dans l'agile, il comprenne que de toute façon, quelle que soit l'équipe, on est sur une équipe opérationnelle. Et c'est une équipe opérationnelle qui est sur l'axe horizontal. Elle va créer, transformer, réaliser, finaliser. Et c'est pour ça que la responsabilité de l'équipe de développement est dans cet axe horizontal. D'accord ? Après, chaque équipe, chaque entreprise qui installe l'agilité l'installe en mettant des rôles un peu spécifiques. Un rôle de product owner, un rôle de scrum master. Ces rôles-là, nous, on a accompagné pas mal d'équipes agiles. Ils sont toujours adressés. On aura toujours dans les équipes agiles ce qu'ils appellent dans les fonctionnements des sprints, on aura toujours des Scrum Masters, qui sont un peu les chefs de projet, et un rôle de Product Owner qui est là justement dans cette cohérence et communication. Et donc, en fait, à ce rôle de développement, à cette responsabilité de développement de l'équipe, on rajoute ces responsabilités on ne t'entend plus. T'as figé. Vertical. Et on vous a perdu. Ouais. On vous a perdu, Valérie et Margot. Attends, mais c'est... Mais j'y coupe le son.
Alors là, je change d'écran. Il y a un groupe électrogène, Ce que je il y a un voulais groupe simplement électrogène, dire, heureusement. c'est que du coup, par rapport à cette responsabilité d'équipe d'être dans l'axe horizontal, c'est-à-dire de développer, on rajoute ces deux rôles qui sont spécifiques à l'agilité. Et c'est là où on en arrive. Il faut que je mette le partage parce que je veux mettre l'équipe. Ah oui, je veux pas. Donc, je ne partage pas. Ah, c'est la joie du direct. Merci Laurent Est-ce que vous nous entendez là? Oui, Bon, oui, oui, c'est Parfait. Pardonnez-nous. Ce que je voulais dire, c'est que du rôle opérationnel, de la responsabilité opérationnelle de cette équipe, qui est une équipe de développement, qui pourrait être une équipe de vente aussi, hein, une équipe qui doit produire un produit, qui doit vendre, c'est une équipe dans l'opérationnel, eh bien l'agile se caractérise parce qu'on rajoute ces deux fonctions spécifiques à minima, parce qu'après, on peut avoir le portfolio manager, les pics, machin, etc. Mais vous verrez, à chaque fois que vous verrez de l'agile, on rajoute ces deux fonctions. Et du coup, le fonctionnement de l'équipe agile va arriver sur ce fonctionnement-là. C'est-à-dire que la différence de l'équipe agile qui fonctionnera en agile par rapport à une équipe normale, c'est qu'on rajoutera la phase de rétex et de feedback, qui est celle de l'évaluation, et c'est celle que vous avez vue dans la boucle qu'a présentée François au début, avec la phase de la prise de hauteur, du management et de la communication, pour être toujours connecté avec le reste. D'accord? C'est-à-dire responsabilité opérationnelle, deux rôles spécifiques qui vont faire que cette équipe, elle ne va pas être le nez dans le guidon, dans un mode de production, je dirais, très binaire. On va avoir ces rôles-là qui vont lui permettre de faire la boucle sans arrêt et on va se retrouver dans un système qui circule. Pourquoi? Parce qu'on aura toujours cette phase de rétex qui va alimenter ça et ce centre qui sera très, très connecté avec le reste de l'organisation, parce que ce n'est pas la peine d'avoir une équipe qui développe un truc et qui se retrouve dans un placard et qui, derrière, sera totalement déconnectée des besoins de ses utilisateurs, internes ou externes, ou quels qu'ils soient. Donc, vous voyez un peu la construction de cet agile et il est important qu'à vos clients qui vous parlent d'agile, vous pouvez commencer par cette slide ou par celle d'opérationnel. Mais l'idée, c'est de leur dire, si vous voulez installer l'agile, il faut que vous installiez ces 4 dynamiques du système. C'est pour ça que François parlait de systémique. Vous pouvez les retrouver dans la boucle qu'il a décrite. Il n'en reste pas moins que c'est une équipe qui doit produire. Première slide, l'axe horizontal, à laquelle on rajoute 2 fonctions qui seront, elles, les garantes et les moteurs et les acteurs de l'agilité et du fonctionnement agile de cette équipe. Est-ce que ça vous paraît clair? Et est-ce que… Oui, c'est très clair. Non, moi, je me sens un peu puzzled, comme disent les Anglais. Qui est puzzled? Moi, j'avais une petite question. J'avais une petite question qui est un peu de la méthode, donc de la révision pour moi, sûrement par rapport à ma pleine match, mais j'ai eu un petit doute. Ici, on parle d'équipe, donc effectivement, il y a des responsabilités R5 et des compétences C5 quand on parle d'équipe. Et tout à l'heure, ça m'a juste un peu chatouillé quand on définissait les profils de poste, un peu plus comme le product owner ou un autre. Dans ces cas-là, on n'est pas sur les T5 et les C5 sur le profil de poste. C'est juste un petit doute, voilà. C'est l'occasion d'une révision. Ça reste Laurent, la logique est la même. C'est une responsabilité liée à un poste avec des compétences nécessaires pour les réaliser. Très bien. Bah, c'était un petit instant en révision. Merci. S'il y a des objectifs d'écofie, on est d'accord. Valérie, oui. Je pense que ce slide peut servir à clore des entrepreneurs qui ont une mauvaise conception de l'agilité, parce qu'on voit que souvent, ils pensent que le management est inexistant ou bien une organisation plate veut dire que le management n'existe pas, alors que là, ce schéma
permet de leur montrer qu'on peut arriver au même résultat. Moi, je trouve que c'est très didactique et pédagogique en termes de vente ou en termes pour convaincre un manager à rentrer dans l'agilité. C'est un slide assez intéressant. Alors, Sénamé, merci pour ton intervention et c'est une vraie question. Quand on parle d'agile et qu'on utilise le mot de management, on se met déjà une balle dans le pied parce qu'ils disent « Ah ben non, il n'y a pas de management dans l'agilité. » En fait, c'est pas qu'il n'y a pas de management. Alors, oui, c'est une équipe dans laquelle le management est différent. Il n'en reste pas moins que la vision projet que porte un manager est clé. Tu ne peux pas aborder l'agilité et un des meilleurs exemples, c'est un outil, vous savez, aujourd'hui, les outils qui suivent tout ce qui est développement agile, c'était Trello, Kanban, machin, etc. Là, maintenant, il y en a un autre qui s'appelle Notion et qui a été fait, c'est un outil extraordinaire. Et cet outil-là, vous avez une notion qui s'appelle épopée. Et de cette épopée, on développe les sprints. Et donc, on voit bien qu'il y a une notion de management de projet global qui est clé dans la mise en œuvre de l'agilité. Après, pour ne rien cacher, j'ai été limitée, et on s'est vraiment posé la question avec Valérie, parce qu'on s'est retrouvés bloqués. Moi, j'ai une dynamique clé qui me paraît essentielle également dans l'agile, c'est la connexion. Développer un outil déconnecté, j'ai besoin de l'organisation, déconnecté du reste de l'organisation est une aberration. Et donc, on aurait eu dans la plateforme la possibilité d'avoir la 5e fonction, on l'aurait mise. Et le choix se positionnait entre manager et connecteur, lequel on met en responsabilité. Et en fait, la responsabilité, c'est quand même dans l'agile d'avoir une gestion de projet. Et la connexion est un outil pour être sûr que ce projet ne soit pas déconnecté. Donc, c'est pour ça que le choix s'est posé là-dessus. Mais dans la réflexion, la connexion, c'est le top du C5 de ce que vous voyez. C'est le C5+++. Alors, pour abonder dans ton sens, oui, Sénamé, effectivement, bonne remarque sur le management. Donc, quand on parle d'agilité, déjà, on parle de servant leader. Donc, c'est en fait, on part plus sur la question de leadership que de manager. Et effectivement, je rejoins ce que disait Margot par rapport aux connexions, aux connecteurs. Le connecteur, pour moi, c'est celui qui exprime le plus le comportement du leadership, parce que c'est lui qui va prendre la responsabilité envers les autres du système, du travail qui a été fait par l'équipe. Et notamment, il va participer, enfin, c'est lui qui va animer la démo du produit qui a été développé par l'équipe auprès des différentes parties prenantes et qui va effectivement assumer la responsabilité de ce produit et gérer les feedbacks et les rapporter après à l'équipe par la suite. Donc, c'est très important cette notion de leadership. Et une autre remarque qu'on avait fait avec Valérie quand on avait préparé cette… François, je te coupe juste simplement. Tu as bien vu que Pascal avait demandé aussi à lever la main. Ah oui, pardon. Non, vas-y, finis. Juste pour finir, ce qu'on disait, c'était que par rapport à des rôles de management classiques, où généralement le manager dans une équipe, il a aussi un rôle d'expertise, au moins sur une partie de la production, et il est cheville ouvrière de la production et de cet axe vertical. Dans l'agilité, on part vraiment sur des profils purement transversaux, et voilà, c'est là aussi la différence. Merci. Oui, Pascal. Oui, alors, c'est pour exprimer mon côté avaliseur très marqué chez moi. Et donc, je découvre dans l'équipe Agile l'exploration. Or, il n'apparaît pas dans les précédents slides, alors que plusieurs appétences ont disparu, comme stratège, coordination, réflexion, conseil, par le choix, bien sûr, mais obligatoire de
donner des priorités, mais explorateur n'a jamais été exprimé avant. Donc, pourquoi il apparaît maintenant? Parce qu'il est au niveau du collectif et pas de l'individuel. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Tu veux... Parce qu'une équipe agile qui n'est que dans la créativité et n'a pas un mindset, pardon, excuse-moi, c'est même une équipe de dev, je devrais dire, qui n'a pas dans un mindset de regarder ce qu'elle a déjà fait pour l'utiliser, le transformer et répondre à son besoin actuel, c'est une équipe qui ne va pas être rentable. Tu vois, toi, tu as un côté avaliseur, moi j'ai un côté financier. Et si tu veux, la rentabilité d'une équipe de dev, c'est aussi dans sa capacité d'aller transformer ce qui a déjà été fait pour répondre aux besoins actuels et pas de réinventer la roue à chaque fois qu'elle a un développement à réaliser. Non, j'entends. Ça apparaît ici, en plus du slide d'avant, on est bien ici sur du collectif, la responsabilité collective par la complémentarité des membres qui la composent, comme toujours dans son fonctionnement. Donc l'exploration arrive ici dans ce schéma qui illustre les enjeux d'une équipe et pas dans le premier slide d'équipe qui était vraiment le squelette des attendus d'une équipe de dev qu'on attend sur la création de valeur. Et elle n'est pas apparue non plus, ce talent n'est pas non plus apparu sur les profils spécifiques qui étaient plus sur l'axe vertical. C'était ça le sens de ta question. Oui, Heidi. Je suis consciente du timing. Comme toujours, vous aurez accès au support sur la plateforme partenaire. Mais rapidement, on vous propose 2 illustrations. Puis on va venir à la synthèse des usages, évidemment, de Map & Match dans vos accompagnements sur ce sujet agile. Un exemple d'accompagnement individuel, c'est évidemment d'analyser le match d'un profil individuel avec un rôle cible pour capitaliser sur les forces et adresser les écarts. Donc, sur la gauche, vous avez un profil individuel. Sur la droite, pardon, les attendus du poste de product owner. Quelle est mon analyse? On dit on est bon sur la vision long terme, la prise de hauteur, OK. Mais je vais avoir une vigilance forcément sur le jaune puisque je ne le vois pas dans mon profil comme une forte appétence. Mais est-ce que je peux peut-être capitaliser sur les talents de coach, de manager pour servir le besoin d'évaluation, de connexion, etc. Donc, c'est un exemple parmi d'autres. Un autre exemple d'accompagnement collectif, c'est d'avoir un collectif, donc ce profil de gauche que vous connaissez, de le mettre face à ce qu'on vient de se dire, et une fois de plus, que vous pouvez sans doute contextualiser par rapport à la situation que vous adressez chez votre client. Quel type d'analyse est-ce qu'on peut faire? La même chose, le match, c'est-à-dire challenge, exploration, réalisation, management. Mon équipe est en quelque sorte câblée pour adresser ces sujets-là. Une vigilance sur la création et l'évaluation qu'on avait mis en responsabilité clé et qui ne sont que du confort dans mon collectif. Donc, on sait qu'un collectif ne va pas spontanément y aller. On va pouvoir aller le solliciter et aller le chercher. C'est une clé pour le manager de cette équipe. Et puis, ça peut être intéressant de souligner qu'on a un terrain favorable quand même au fait d'accrocher avec une méthodologie puisque on a de la structuration et en T5 et de la conception en C5 dans ce collectif. Donc, voilà un exemple un peu concret de ce qu'on peut faire. Parce que, voilà, quel est ce que vous pouvez mettre en avant par rapport à la valeur ajoutée de Map & Match? Vous pouvez vous inscrire dans la préparation, le renforcement du développement des profils dans leur prise de responsabilité quand on déploie une méthode agile, rendre l'organisation efficace en place de cette méthodologie à travers l'accompagnement individuel, accompagner un groupe de collaborateurs, identifier des candidats en interne, quel serait le meilleur match avec l'approche et avec certains rôles en particulier. Et puis aussi, dès qu'on a un profil
de postes caractérisés, aller chercher les bons candidats quand on recrute pour les profils adéquats. Je vais donner peut-être un use case juste rapide pour conclure. On a actuellement un gros laboratoire pharmaceutique qui est en train de créer une cellule en interne qui va travailler sur de la data en mode agile. Le sujet, ils ont du mal à recruter, donc c'est déjà d'aller identifier en interne des profils qui seraient appétents. Après, on les formera, mais déjà qui seraient appétents pour assumer les rôles clés de l'agile. Et là-dessus, MapNmatch, pour aller les identifier, est créateur de valeur. Deuxième aspect, c'est quand on est ensuite dans l'accompagnement de ces collaborateurs, de ces individus dans leur rôle, eh bien, le MapProfile dans lequel on les met en perspective sur les attendus de leur nouveau rôle va leur permettre d'aller comprendre là sur quoi ils vont devoir travailler. Accompagnement individuel. Ensuite, c'est en production, comment est-ce qu'on accompagne l'équipe. C'est ça le groupe de collaborateurs, c'est vraiment comment on accompagne chaque sprint avec l'équipe dédiée. Alors, certains appellent ça des squads, des équipes dédiées. C'est un terme que vous verrez souvent utilisé dans l'agilité. Si vous parlez squad d'un client, il va tout de suite comprendre que vous savez de quoi vous parlez. Et en fait, ils adressent ces squads et justement, c'est l'accompagnement du squad, vous en tant qu'externe, mais également à travers le Scrum Master, généralement, pour l'aider à installer le fonctionnement agile au sein de son équipe.